Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce dernier webinaire de la Semaine des Champions que nous organisons comme tous les ans pour célébrer les champions du pôle systématique. Nous avons eu cette année une cuvée exceptionnelle et nous terminons ce dernier jour avec Axanta. Et je vais juste vous faire quelques petits rappels et ensuite je vous dirai pourquoi le jury a particulièrement retenu Axanta. Alors, le petit rappel pratique. Vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat et en fin de présentation, je les reprendrai et je les poserai à nos interlocuteurs, à l'équipe d'Axanta. N'hésitez pas dès maintenant à proposer vos questions. Alors, maintenant, je vais vous dire pourquoi le jury a particulièrement apprécié la candidature d'Axanta. Alors, Axanta, c'est un combo gagnant. D'abord, une deep tech, une IA très poussée, une IA opérationnelle et éprouvée. Ensuite, j'allais dire une low tech, c'est-à-dire une infrastructure autour de la géothermie qui est technologie qui existe depuis la nuit des temps, mais qui en même temps a été optimisée, en particulier avec une approche de stockage d'énergie. Et ça, c'est une vraie prouesse d'infrastructure. Et puis, la troisième partie de ce combo gagnant, c'est une approche de financement, puisque de l'IA, de l'infrastructure, avec un modèle de financement, ça permet une décarbonation et une maîtrise des coûts de l'énergie qui est vraiment acceptable et qui est opérationnel et qui est disponible facilement pour toute une série de partenaires de renom qui ont déjà équipé leurs infrastructures des solutions d'Axanta. Donc, le jury a particulièrement apprécié cette dynamique et aussi une dynamique d'industrialisation qui se met encore en place et qui va permettre vraiment de déployer tout ce combo gagnant à travers les différentes infrastructures du pays et à l'international. Donc, bravo encore aux équipes d'Axanta pour félicitations pour ce titre de champion. Et maintenant, je vais laisser la parole à l'équipe, à Hortense, Quentin et Jérémy, qui vont nous expliquer les fondements et les principes de l'offre d'Axanta. Eh bien, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui, chers auditeurs, et un grand merci à Systématique pour cette invitation. Avec Quentin et Jérémy, nous allons passer 1 heure tous ensemble sur le sujet de la géoénergie au service de la décarbonation des bâtiments. Quelques mots sur Axanta pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Axanta est un leader de la décarbonation des bâtiments par la fonction thermique, c'est-à-dire le chauffage et la climatisation. Notre solution phare de géostockage permet d'atteindre jusqu'à 80% d'économie d'énergie et 95% de réduction des émissions de CO2. L'entreprise a été créée en 2016 et est issue du monde de la recherche. Nous sommes aujourd'hui plus de 170 employés et opérons dans toute la France. Nos clients, ce sont les grands propriétaires immobiliers et nous opérons sur tout type d'actifs, que ce soit des bâtiments à usage tertiaire comme du logement, en neuf comme en rénovation. Au-delà d'être champion systématique, nous sommes aussi membres de French Tech 2030, qui est un programme géré par BPI France, le secrétariat général à l'investissement et la mission French Tech. Le programme que nous vous offrons aujourd'hui, c'est en quatre temps, suivi d'un échange avec vous, avec vos questions. Tout d'abord, je vais poser le cadre des enjeux de la décarbonation des bâtiments. Ensuite, Quentin prendra le relais pour vous présenter la géoénergie et en quoi c'est une énergie fantastique pour décarboner les bâtiments. Ensuite, il vous présentera l'usage de l'intelligence artificielle pour optimiser les performances de cette énergie. Et enfin, je vous donnerai quelques exemples concrets.
Jérémy, qui est notre expert intelligence artificielle chez nous, sera à votre disposition pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de la décarbonation des bâtiments? Tout simplement parce que c'est un secteur à la fois essentiel à notre quotidien et en même temps un contributeur significatif aux émissions de gaz à effet de serre qui accélèrent le réchauffement climatique. Donc là, c'est un petit focus que je vous propose sur les enjeux auxquels nous faisons face avant de nous plonger dans les solutions. Le réchauffement climatique, vous en connaissez bien les conséquences avec des phénomènes météorologiques extrêmes, la montée du niveau de la mer, une perte de biodiversité et puis des impacts dévastateurs sur les écosystèmes et les communautés du monde entier. C'est un véritable défi planétaire auquel nous faisons face. Et le secteur du bâtiment, bien qu'essentiel à notre vie, y contribue largement. Tout d'abord, quelques chiffres. Le secteur du bâtiment qui comprend la phase de construction représente 25% des émissions de CO2 de la France. Donc, c'est énorme. Et dans ces 25%, environ la moitié sont liés aux bâtiments en exploitation. C'est-à-dire que la moitié, c'est au moment de la construction, la moitié, c'est pendant la vie quotidienne du bâtiment. C'est un sujet qui est apparu assez récemment, cette prise de conscience. Il y a quelques années, notamment au moment de la création d'Axanta en 2016, les propriétaires immobiliers pensaient sincèrement que leurs bâtiments n'émettaient pas de carbone pendant leur vie. Évidemment, ces émissions de carbone sont liées à l'usage d'une énergie carbonée et un usage massif. Et dans les émissions du bâtiment en exploitation, le chauffage et la climatisation représentent environ 90%. Donc c'est une part très conséquente. Pourquoi? Parce que le chauffage et de plus en plus la climatisation sont nécessaires à notre confort, à notre vie quotidienne et en même temps de très gros consommateurs d'énergie. Donc si vous faites finalement le ratio des 90%, des 47%, des 25% des émissions de CO2 en France, le chauffage et la climatisation, c'est environ 10%. Et c'est ce défi que nous tentons de relever avec Axanta. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à en avoir pris conscience. La réglementation est déjà là avec un cadre et différentes lois qui sont parues et qui vous sont présentées ici. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tous les bâtiments sont concernés, que ce soit des bâtiments à usage tertiaire ou du logement, des bâtiments neufs, mais également en rénovation. Le parc immobilier français se renouvelle environ d'1% chaque année. Donc vous voyez que l'enjeu est notamment sur tout le parc existant à rénover pour atteindre l'objectif des accords de Paris de neutralité carbone en 2050. Ces différentes lois sont complémentaires. Le décret tertiaire et le décret BAX concernent des bâtiments à usage tertiaire. Le décret tertiaire a différents objectifs de baisse de consommation d'ici à 2050. Et le décret BAX vient un petit peu comme un moyen pour atteindre ces objectifs de baisse de consommation, car il oblige les propriétaires immobiliers à s'équiper d'une gestion technique du bâtiment qui va permettre d'optimiser, de rendre intelligent et de piloter les consommations au sein du bâtiment. La loi énergie, climat et résilience, vous la connaissez peut-être grâce aux étiquettes DPE. Là, il s'agit de seuils à ne pas dépasser en termes de consommation énergétique pour éradiquer à la fin tous les bâtiments qui sont des passoires thermiques, donc qui consomment énormément. Et enfin, la RE 2020, qui se focalise sur les bâtiments neufs, prend en compte non seulement l'impact du bâtiment sur le réchauffement climatique, mais également l'inverse, c'est-à-dire l'impact du réchauffement climatique sur le bâtiment et met en place des stratégies d'atténuation et de garantie de confort, même en cas de forte chaleur. Donc, cette réglementation est un des défis auxquels doivent faire face les propriétaires immobiliers, mais il y en a d'autres évidemment. Tout d'abord, les attentes croissantes des occupants. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble de bureau, par exemple, vous savez que
Aujourd'hui, pour pouvoir le louer, vous allez devoir avoir montré patte blanche d'une certaine manière sur l'impact environnemental et énergétique de votre bâtiment. Sinon, vous ne trouverez tout simplement pas de locataires, puisque les locataires sont de plus en plus sensibles à ces sujets d'impact environnemental, à la fois en termes de consommation énergétique et de facture, de façon extrêmement prosaïque, mais également en termes d'image. Un autre défi auquel font face les propriétaires immobiliers, c'est le manque de garantie. Aujourd'hui, on leur demande de se mettre en marche vers la décarbonation, mais c'est extrêmement difficile quand on fait des choix stratégiques importants, notamment de travaux, de savoir quelle performance énergétique et environnementale on va atteindre. Ça, c'est un défi dont on a bien conscience chez Axanta, et c'est pour ça qu'on met en place, comme d'autres sociétés évidemment, des systèmes tels que le contrat de performance énergétique, ou CPE, qui nous permet de nous engager auprès du propriétaire immobilier sur l'atteinte des performances. Ça permet d'avoir des formes de garantie de baisse de consommation ou de baisse d'émissions carbone. Et enfin, les coûts d'investissement. Évidemment, c'est un énorme sujet pour les propriétaires immobiliers parce que installer un système de géothermie, ça coûte un peu plus cher, évidemment, que simplement changer sa chaudière à gaz. Là aussi, il existe des solutions qui permettent de diminuer drastiquement ces investissements. Tout d'abord, des subventions, des aides comme le fonds chaleur. Il existe les certificats d'économie d'énergie ou C2E qui permettent également de financer. Et enfin, faire appel au tiers financement pour réduire, voire éliminer tout investissement avant même les travaux. Et le tiers financement, c'est aussi une des solutions que nous proposons chez Axanta. En résumé, les propriétaires immobiliers, ils sont à la recherche de solutions pour décarboner à un coût abordable avec des garanties de performance afin d'être conformes à la réglementation. Bonne nouvelle, la géoénergie, ça fait partie des énergies qui vont permettre de décarboner drastiquement l'énergie du bâtiment. Je ne vous en dis pas plus, on va vous passer une petite vidéo et ensuite Quentin reprendra la main pour vous expliquer de façon à la fois scientifique et pédagogique ce que c'est que la géoénergie. D'où proviennent les émissions de CO2 des bâtiments? Du chauffage et de la climatisation à 75%. Mais rénover avec les solutions existantes coûte trop cher. Alors Axanta a inventé une technologie unique. Elle garantit des économies maxi à un prix mini. Ça change la donne. Pour révolutionner le secteur, on a pensé différemment, à tous les niveaux. On a d'abord inventé le géostockage, un système géothermique qui capture la chaleur de l'été pour l'utiliser l'hiver. On combine différentes technologies selon les besoins et on stocke la chaleur dans le sous-sol, comme dans une batterie. Cerise sur le gâteau, ça marche aussi en été pour climatiser. Pour concevoir le système parfait, on utilise notre intelligence artificielle brevetée. C'est incroyablement rapide et précis. Résultat, moins de sondes et plus d'adaptabilité que de la géothermie standard, et donc moins d'investissement. Pour rendre la technologie encore plus accessible, on a aussi réinventé sa conception. Fini les mois passés à installer une chaufferie spécifique pour chaque projet, avec les problèmes de qualité qui vont avec. Axanta invente le plug and play standardisé, un design unique qui fonctionne partout, avec des composants assemblés et vérifiés en usine. Il n'y a plus qu'à livrer, pour une installation rapide et sans mauvaise surprise. Et pour être sûr que vous décarboniez sans risque, on garantit les économies d'énergie et on finance. Si on peut faire tout ça, c'est encore grâce à l'IA. Contrairement à des systèmes thermiques classiques, notre technologie ne réagit pas à son environnement. Elle l'anticipe pour générer un maximum d'économies. Météo, comportement réel du bâtiment, les algorithmes anticipent, optimisent et s'adaptent à tout pour qu'on tienne nos promesses et que vous décarboniez en toute sérénité. Jusqu'à 80% de consommation en moins, jusqu'à 95% de CO2 en moins et jusqu'à 10 fois moins cher que les alternatives de rénovation, avec des performances garanties et sans investir. Oui, vous avez bien compris. Le géostockage d'Axanta simplifie la décarbonation des bâtiments. '«
Bien, merci Hortense pour cette super introduction sur le sujet de la décarbonation des bâtiments. Je vais prendre maintenant la main pour vous présenter un peu plus en détail ce qui a été présenté dans cette vidéo, dans ces 2 minutes très intenses. Et avant de rentrer dans le détail Axanta et comment est-ce qu'on fonctionne, sur quoi est-ce qu'est basée notre technologie, j'aimerais prendre un peu de recul pour qu'on parte tous avec le même bagage sur la géothermie et même les géothermies. Je préfère ajouter un S à tel point que parce que le sous-sol est très riche en capacité et en fonction du sous-sol qu'on a, en fonction de la géologie qui est sous nos pieds, en fonction surtout de la température et de la profondeur à laquelle on va forer, on peut en surface produire des énergies différentes. Et balayons-les. On aime bien classer en trois grandes familles tous les systèmes géothermiques. Et en partant du plus profond à la surface, et en ayant en tête que plus on va profond, plus il fait chaud, un rythme moyen de 3 degrés tous les 100 mètres. Ça, c'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Il change un peu en fonction des régions. Quand on est proche d'un volcan, quand on est proche d'une faille, ça peut augmenter ce 3 degrés tous les 100 mètres, mais c'est à peu près la règle générale. Et donc, si on va le plus profond possible, qu'on sache faire, en tout cas sur des systèmes de géothermie, on sait remonter, on sait aller à quelques kilomètres. On a des exemples en France métropolitaine, en Alsace, et on sait remonter une eau très chaude, à 150 jusqu'à 200 degrés. Cette eau, une fois en surface, sous forme de vapeur, on va faire tourner une turbine, comme dans n'importe quelle centrale nucléaire ou centrale à gaz. On a de l'eau vapeur qui fait tourner une turbine et qui génère de l'électricité. Ça, c'est ce qui est présenté sur le petit schéma à droite. La géothermie électrogène, géothermie profonde, très riche en énergie parce que des très hautes températures. On se rapproche un petit peu de la surface et on va parler de la géothermie moyenne haute énergie quand on va, par exemple, en Île-de-France, on a beaucoup d'exemples comme ça, une soixantaine de réseaux de chaleur urbains sont alimentés avec des sources de géothermie profonde. Dans ce cas-là, les forages vont jusqu'à 1,8-2 km et ramènent en surface une eau entre 60 et 80 degrés Celsius, ce qui est donc assez bien adapté pour un réseau de chaleur et pour verdir un réseau de chaleur historiquement au gaz ou à autre énergie. On vient aller donc à 2 km chercher cette eau assez chaude pour faire de l'usage direct de la chaleur, du chauffage et de l'eau chaude sanitaire dans des logements. Et on a des réseaux qui viennent mettre en commun quelques milliers d'habitants, d'équivalents habitation. On se rapproche encore de la surface, on se rapproche de températures clémentes comme de la moyenne de la température au niveau de la surface. Et à une centaine de mètres de profondeur, il règne une température constante toute l'année aux alentours de 15 degrés. Et c'est cette énergie qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que c'est proche de la température de confort dans nos bâtiments. Et on va pouvoir faire, grâce à cette température, du chaud, mais aussi du froid. On rajoute l'acronyme ECS qui veut dire eau chaude sanitaire, c'est-à-dire l'eau chaude qu'on utilise dans nos douches, dans nos lavabos, au moyen d'une pompe à chaleur. Vous entendez certainement parler de 2 types de technologies d'extraction de cette chaleur, de connexion à cette roche, sur nappe et sur sonde. Sur nappe, l'idée est d'aller chercher réellement l'eau qui est en sous-sol, l'eau des nappes phréatiques, des aquifères, ce sont le même terme pour désigner les masses d'eau en sous-sol. Et donc ça marche uniquement quand on est sur une nappe phréatique. Il n'y en a pas partout. On a ce sujet de la durabilité de la nappe, de l'impact du changement climatique. Nous, on a fait le choix de traiter ce sujet d'échange thermique avec le sous-sol sur des sondes, ce sont des systèmes fermés. On installe en sous-sol un réseau de tuyauterie en polyéthylène et on vient faire circuler de l'eau dans cette tuyauterie qui fonctionne donc en système fermé, pas d'échange de matière, mais d'échange de calories entre le fluide et le sous-sol. Et donc, c'est cette technologie-là, ce type d'échangeur proche de la surface qu'on va appeler géoénergie pour matérialiser le fait que c'est pas de la chaleur, et souvent quand on parle de géothermie, on va penser à thermique et à chaleur, mais c'est de se connecter à une source d'une température
douce, proche de notre confort, 15 degrés, sur laquelle on va pouvoir extraire du chaud ou extraire du froid en fonction des besoins dans le bâtiment. Et donc, cette géothermie, elle est capable de faire ce chaud et ce froid, et elle est par nature, une fois qu'on a fait les travaux, une fois qu'on a installé notre échangeur géothermique dans les pieds du bâtiment, à une centaine de mètres de profondeur, on vient simplement faire circuler de l'eau à travers cette tuyauterie. Et donc, c'est intrinsèquement l'énergie qu'on récupère du sous-sol non émettrice de CO2. Elle est discrète parce que c'est sous le bâtiment, parce que c'est sous nos pieds. Donc, on peut construire, comme c'est imagé là sur ce schéma, un bâtiment par-dessus. On peut remettre un espace vert, on peut remettre un parking. On peut forer depuis un parking existant, on peut forer depuis un espace vert et on ne va plus le voir. Alors, c'est souvent probablement aussi le fait qu'on en parle moins dans les médias comparé aux ENR classiques du solaire et de l'éolien. La géothermie est plus discrète et on en pâtit sur les sujets de communication. Malgré tout, c'est disponible sur la quasi-totalité du territoire français. On laisse ce petit quasi devant totalité pour extraire les quelques zones, quelques endroits où la géologie est un peu trop complexe, des roches un peu trop friables, des roches un peu trop percées de trous qui peuvent se dissoudre et qui font que l'opération du forage est un peu plus complexe. Mais en théorie, on vient ici faire de l'échange thermique avec le sol, avec les roches, donc c'est faisable partout. Une fois que notre système est installé, une fois que l'échangeur géothermique est installé, il fonctionne à la demande du bâtiment pour répondre aux besoins du bâtiment, et donc il fonctionne 24 heures sur 24. On n'a pas de sujet d'intermittence parce que c'est donc cette roche, cette terre, l'énergie de la terre qu'on vient extraire, et donc c'est aussi un sujet très local sur l'emploi des équipes de forage et de construction de l'échangeur et sur l'usage ensuite de l'énergie. On réduit nos importations et notre dépendance énergétique. Chez Axanta, on va pousser un cran plus loin, comme vous l'avez vu dans la vidéo, cette géoénergie, cet échangeur géothermique de surface. On va le pousser un cran plus loin en l'optimisant et en le pilotant. C'est là où vont venir tous les sujets d'intelligence artificielle et d'outils de modélisation, en faisant en sorte que cette roche à laquelle on se connecte thermiquement devienne plus une source d'extraction dans laquelle on vient puiser de la chaleur pour chauffer nos bâtiments, mais c'est une batterie, c'est un stockage thermique qui va permettre justement de lisser les pics de production d'énergie renouvelable solaire et de répondre aux besoins du bâtiment de manière optimisée. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On vient aller en été, quand le soleil est abondant, quand nos climatiseurs qui rafraîchissent nos bâtiments doivent dissiper toute la chaleur qui est extraite de nos bâtiments, eh bien, plutôt que de laisser ce soleil perdu et de laisser cette énergie fatale, cette chaleur fatale des climatiseurs, on vient capter toute cette chaleur et la stocker en sous-sol, réchauffer de quelques degrés les roches autour de notre échangeur thermique et à la saison suivante, à l'hiver suivant, on vient pouvoir réextraire cette chaleur et produire le chaud pour le bâtiment. En réextrayant cette chaleur, en fait, on fait le système inverse. C'est pour ça qu'on disait cerise sur le gâteau, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est un jeu d'équilibre entre la surface et le sous-sol. Quand on vient chauffer le bâtiment, on refroidit le sous-sol et quand on vient refroidir le bâtiment, on réchauffe le sous-sol. Ça, c'est la partie échangeur thermique et on construit donc tout notre système. On n'a pas juste la partie sous-sol. Le sous-sol est un élément du système, mais on a, j'aime bien dire qu'on a un triptyque chez Axanta qui est produire de la chaleur renouvelable, chercher de la chaleur renouvelable. Notre bâtiment a grosso modo des besoins de chaleur. Pour donner les quelques ordres de grandeur, on est à 450 TWh de besoin de chaleur pour nos bâtiments annuellement en France et une centaine de TWh de besoin de climatisation. Donc, on a plutôt des bâtiments qui sont consommateurs de chaud, donc on va plutôt aller rechercher du chaud. Le chaud est disponible en été, avec le soleil, avec la chaleur fatale des climatiseurs. On va aller s'intéresser d'abord à
se connecter à cette chaleur, aller récupérer cette chaleur fatale. Production de la chaleur fatale, génération de thermique renouvelable. Ensuite, on va la stocker. C'est là où vient le point du géostockage, de l'échangeur géothermique. En réchauffant les roches de ces quelques degrés, on stocke, on met sous nos pieds cette chaleur qui aurait été perdue. Et c'est le deuxième point. Et troisième point, on vient produire pour le bâtiment. Le but du jeu, c'est pas de stocker pour stocker. Le but du jeu, c'est de gagner en énergie quand c'est efficace, pour produire efficacement ensuite pour le bâtiment, avec une production, elle, basée sur deux pieds, des pompes à chaleur géothermiques qui viennent réextraire la chaleur du sous-sol et qui peuvent être aidées de pompes à chaleur aérothermiques qui viennent compléter avec l'air extérieur s'il faut. En tout cas, notre système de production qui est thermodynamique, basé sur des pompes à chaleur, qui fait le chaud, le froid, l'eau chaude sanitaire pour répondre aux besoins du bâtiment. Voilà, en quelques mots, la description de notre système complet de géostockage, chaleur renouvelable, stockage sous-sol et production thermodynamique. Merci Quentin. Alors, il me semble que c'est plus clair pour nos auditeurs les différences entre les différentes géoénergies et la géothermie, et les différentes géoénergies et la géoénergie. Et maintenant, nous aimerions savoir un petit peu plus l'usage de l'intelligence artificielle au service de l'optimisation énergétique des bâtiments. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Quentin? Oui, avec plaisir. Merci Hortense. Et donc, avant de devenir une entreprise de travaux, Axanta répond sur des programmes complets de dimensionnement et de travaux d'installation de chaufferie bas carbone, avec la gestion des foreurs, la gestion de l'installation de la production. Axanta est né sur l'idée de révolutionner ce monde du chauffage qui est probablement, il me semble, derrière l'agriculture, l'endroit où il y a le moins d'outils informatiques, et d'améliorer la performance technique, mais aussi économique de ces systèmes-là avec l'intelligence artificielle. Donc, à l'origine, Axanta est une entreprise de logiciels qui est devenue une entreprise de travaux, mais c'est d'abord, avant tout, une entreprise de logiciels. Et donc, j'ai plus la main pour passer les slides. Merci. Et donc, on a développé et on continue de développer, Axanta, on a une forte représentation en R&D et des forts investissements en R&D pour continuer de maintenir nos outils. On a deux familles d'outils logiciels qui ne sont pas que du logiciel. Derrière, il y a tout le cœur, toute l'intelligence dessus, qui permettent de répondre à ces besoins, un, de dimensionnement, designer l'installation, et deux, de pilotage de l'installation, de suivi et de maintien de la performance dans le temps. Ces deux outils sont donc basés tous les deux sur de la mesure de données, sur de l'estimation de besoins du bâtiment, sur de la connaissance sur les ressources, le captage solaire, le stockage géothermique, le géostockage, le capteur sous-sol, et vont aller piocher dans tous ces environnements pour optimiser le système. On l'optimise donc d'abord en dimensionnement. On prend un nouveau cas, un nouveau bâtiment, enfin un bâtiment existant ou un bâtiment à construire, mais on lui fait son empreinte, son jumeau numérique de ses consommations, de ses besoins énergétiques, quel volume, quelle puissance, quel volume d'énergie il faut, quelle température il faut produire, pour ensuite faire un certain nombre, quelques milliers d'itérations de combinaisons possibles de systèmes avec plus ou moins de production par la géothermie, plus ou moins de captage solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque. On fait varier sur un univers, une quinzaine d'axes, tous ces curseurs pour donc coupler la géoénergie, coupler le géostockage avec les autres sources d'énergie et optimiser une fonction basée sur un coût complet, un coût d'investissement plus un certain nombre, 20 ans de manière classique, années d'utilisation du système. Ça nous permet de réaliser un projet sur mesure et surtout un projet où on va aller réduire à son minimum, son emprise minimum, la taille du champ de sonde pour deux raisons.
Ça permet de économiquement pouvoir répondre au projet. La géothermie, c'est le plus efficace thermiquement si on regarde chacun des éléments, mais c'est aussi ce qui coûte le plus cher. Donc, on va essayer de le réduire à son minimum. Et deux, ça permet d'aller débloquer des bâtiments. Tout le monde n'a pas un foncier incroyable sur lequel il faut forer, parce que pour faire de la géoénergie, il va falloir aller forer dans le système, dans le sous-sol. Et puis deuxième logiciel, le pilotage. Une fois qu'on a dimensionné le système, une fois qu'on a fait les travaux, on va accompagner les chaufferies et les propriétaires dans l'optimisation toujours constante, perpétuelle du système. Et on a donc notre outil de pilotage, de gestion globale qui vient aller surveiller la chaufferie et qui vient aller indiquer à quel moment c'est le plus opportun d'utiliser le solaire, d'utiliser le sous-sol, d'utiliser une pompe à chaleur géothermique ou aérothermique. Et ça, c'est en deux niveaux pour plus de robustesse et plus de performance. C'est ce qu'on représente ici sur cette armoire de contrôle-commande, armoire de pilotage qu'on installe dans nos chaufferies avec deux couches. Une couche très locale, très robuste, représentée par le contrôle-commande, qui sont des équipements très classiques du bâtiment. Ce sont des automates qui vont suivre des consignes, suivre une température dans un ballon de chauffage, dans un ballon de climatisation, et déclencher des productions, déclencher des ouvertures de vannes, déclencher des lancements de pompes à chaleur et ainsi de suite, très réactivement en quelques centaines de millisecondes pour répondre toujours au bâtiment. Et cette commande, cet automatisme est supervisé par l'ordinateur localement et avec nos serveurs pour toujours donner l'indication, le meilleur chemin à suivre pour la chaufferie à cette heure-ci, vu la température du bâtiment, vu la température extérieure, vu le sous-sol, vu la météo maintenant, la température actuelle sur notre sonde de température extérieure, mais aussi vu la météo dans les 72 heures. Est-ce qu'on pense que le bâtiment va avoir besoin pendant les 12 prochains mois? Il vaut mieux utiliser tel ou tel système. Et ça, c'est donc l'ordinateur et nos logiciels et notre interaction avec tous les outils de modélisation du bâtiment, de modélisation thermique et de météo qui vont donner les indications à la chaufferie pour fonctionner au mieux. Et une couche de visualisation par-dessus ça, avec un écran local qui permet aux propriétaires, aux mainteneurs de suivre l'installation et nous, à distance, de pouvoir les aider et de faire la maintenance de la chaufferie. Merci Quentin. Alors, évidemment, tout ça, c'est en partie de la théorie, mais également, évidemment, de la pratique. Donc, nous allons vous montrer des exemples concrets. Nous en avons choisi deux qui ont l'avantage d'être assez complémentaires pour vous montrer à quel point les solutions de géostockage peuvent s'appliquer à des bâtiments extrêmement variés. Notre premier exemple, c'est celui de Prologis. Prologis, c'est une foncière internationale spécialisée dans l'immobilier logistique qui a construit un entrepôt de 100 000 m² en région parisienne et qui utilise le géostockage d'Axanta. C'est un entrepôt assez particulier puisque c'est dit le premier entrepôt neutre en carbone au monde. Alors, neutre en carbone, évidemment, il faut utiliser ce terme avec des pincettes parce qu'il y a forcément une petite part de compensation carbone, vous l'imaginez bien, pour atteindre cette neutralité. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que l'atteinte de cette neutralité à 38%, c'est la solution de géostockage d'Axanta qui permet d'atteindre ce résultat. Effectivement, donc là, c'est un entrepôt neuf, mais on le compare toujours à une solution au gaz puisque c'est une énergie de référence pour chauffer les bâtiments. Et vous voyez, ça fait 92% d'émissions de carbone en moins et également une diminution de 70% de consommation énergétique. Alors cet entrepôt, il est équipé d'une pompe à chaleur géothermique, de 2 pompes à chaleur aérothermiques, un champ de sonde d'une centaine de sondes qui descendent à peu près à 100 mètres de profondeur. Donc vous voyez, c'est vraiment de la géothermie de surface. Puisque Quentin l'a expliqué, la géothermie de surface, ça peut descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et puis, évidemment, il y a le système de régulation par intelligence artificielle qui permet d'optimiser au maximum la production de chaleur et également les consommations énergétiques.
C'est un bâtiment qui est chauffé à 12 degrés. Ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième que je vous donne, c'est celui du Liberty Country Club. C'est un complexe sportif également en région parisienne. Là, la taille est extrêmement différente. Vous voyez, c'est 100 000 mètres carrés. Et c'est de la rénovation, c'est-à-dire que toutes les installations existaient avant qu'on installe en plus le géostockage pour décarboner l'énergie de ce lieu. Ce complexe est constitué d'une piscine extérieure et de cours de tennis couverts. On utilise notre système pour climatiser les cours de tennis l'été et chauffer la piscine. Et tout ceci de façon décarbonée. C'est un champ de sonde d'une 50aine de sondes qui descendent à 100 mètres de profondeur, avec évidemment une pompe à chaleur géothermique et, autre spécificité du lieu, un grand champ de panneaux solaires thermiques sur tous les toits des cours de tennis qui permettent de récupérer la chaleur du soleil et de la stocker dans le sous-sol. Donc, vous voyez deux exemples radicalement différents en termes d'usage et finalement qui peuvent bénéficier des avantages du géostockage. Et enfin, pour terminer, avant de passer aux questions, un petit focus en termes de coûts relativement aux économies d'énergie. Alors, ce graphique, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le SNEC, donc un syndicat national d'exploitation climatique et de maintenance qui fait partie de la FEDEN et qui montre donc différentes solutions de rénovation du bâtiment avec un coût au mètre carré et également les économies d'énergie en pourcentage. Les gains rapides, ce que vous voyez, c'est l'avantage de ces gains, c'est que c'est souvent assez facile à installer, ça nécessite peu ou pas de travaux. Leur inconvénient, c'est que leur performance est limitée, donc si on n'utilise que ça, on ne va pas pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050. Et ensuite, il y a les réhabilitations énergétiques. Donc, c'est quand vous changez une chose, par exemple, installer une gestion technique du bâtiment, donc refaire l'architecture énergétique du bâtiment. Ou réhabilitation lourde, là, c'est quand vous allez travailler à la fois l'isolation extérieure, le système de chauffage, évidemment avec des coûts assez élevés. Et puis, notre solution, comme vous voyez, qui permet en fait d'atteindre le plus d'économie d'énergie, 80%, à un montant finalement assez faible par mètre carré. On parle d'une moyenne de 80 € par mètre carré. Évidemment, ce coût est à prendre avec précaution puisque tout va dépendre de chaque bâtiment, mais ces ordres de grandeur sont assez parlants, il me semble. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis jusque-là. Maintenant, on va passer aux échanges. Très bien. Eh bien, merci à tous. Merci à vous trois pour ces explications très claires qui nous donnent à comprendre un peu le sens de votre projet et des belles réalisations que vous avez déjà effectuées. Alors, sans plus attendre, nous allons passer aux questions. Première question. Pourquoi ne pas enterrer une partie des turbines? Est-ce que cela a été étudié plutôt que de les mettre sur la surface? Les turbines électriques sont très durables par des investissements très long terme. Quentin peut-être. Oui, je vais prendre. Et puis, on va passer très rapidement là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment en lien avec ce que j'ai dit sur la génération d'électricité, qui n'est pas notre sujet ici. Nous, on traite la décarbonation du bâtiment et d'un bâtiment au cas par cas. Et la génération d'électricité, c'est porté par un État. C'est des investissements autrement différents. Le cas dont je parlais en Alsace, c'est des forages à 4 km. Voilà, c'est EDF qui porte au travers de sa filiale d'électricité de Strasbourg. Et je suis pas très compétent sur les turbines électriques. Mais donc, je voulais dire que c'était un tout autre sujet. C'était pour donner un horizon très large des géothermies. Merci Quentin. Alors, question suivante. Ce système peut-il être optimal dans des pays chauds, voire tropicaux? Alors, dans le sud de la France, par exemple. Ouais, une question très intéressante et là bien sur notre sujet où vous l'avez compris, le sous-sol est là très intéressant quand il a une température proche du confort et en fait
quand les températures extérieures, elles, sont très variables. Plus on va être dans un climat aux températures extrêmes entre l'été et l'hiver, et que ces températures extrêmes donc font que nos systèmes classiques vont être moins efficaces, se brancher dans le sous-sol qui a une température donc clémente et qui lisse ces variations saisonnières va avoir beaucoup d'intérêt. Quand on va se retrouver entre les tropiques et qui fait 25 degrés le jour, 25 degrés la nuit, 25 degrés l'été et 25 degrés l'hiver, il va faire 25 degrés dans notre sous-sol, c'est grosso modo la même chose. Donc on a moins intérêt à porter la solution du géostockage, et on n'en a pas parlé ici, mais notre driver, c'est l'efficacité énergétique de la production de chaud-froid pour les bâtiments. Et en fait, on a remarqué que dans les pays tropicaux, ça pouvait être d'autres sujets. Ça pouvait être les sujets de l'intermittence des réseaux, de la fragilité de certains réseaux électriques, et des besoins de froid aussi assez importants quand on est tout le temps à 25 degrés. Et donc, on a plutôt des sujets de stockage de glace en utilisant l'électricité quand elle est disponible avec un panneau PV, de faire du froid, de stocker dans une sorte de frigo très froid et qui permettent de, à la demande du bâtiment, renvoyer du froid pour rafraîchir le bâtiment. Donc, c'est le même principe de stockage thermique quand l'énergie est facilement disponible, mais pas basé sur le géostockage parce que ça a moins d'intérêt d'un point de vue thermique. Merci Quentin. Alors, question suivante. Y a-t-il une limitation d'installation en termes de terrain? Le bâtiment doit-il être proche d'un terrain vide afin de mettre la géothermie en place? Ou même un bâtiment de ville peut profiter de cette technologie? Oui, alors effectivement, le bâtiment qui a son parking ou le bâtiment neuf qui va être construit, et donc avec un moment dans la construction où on a un terrain vague, c'est quand même le plus facile pour faire cette étape de forage qui est cruciale pour se brancher au sous-sol. Il n'y a pas de doute là-dessus. N'empêche, on arrive à optimiser et on aime bien dire qu'il faut 10% de la surface. Prenez votre surface du bâtiment total, la surface de plancher qu'il faut chauffer, climatiser. Et il en faut 10% de cette surface disponible sur la parcelle pour mettre la machine de forage. Ça, c'est un élément important pour différencier les bâtiments. Ça laisse quand même tous les bâtiments des hypercentres de côté. Ça nous chacune. Il y a déjà beaucoup à faire avec tous les bâtiments de périphérie, de banlieue et là où la densité est un peu plus lâche. Il y a déjà de quoi faire. Mais on ne peut pas abandonner pour autant les bâtiments d'hypercentre. Et donc, on travaille aussi à des sujets d'optimisation de forage pour ces bâtiments. Merci Quentin. Alors, question suivante. Combien cela coûte en mètres carrés construits? Prix ancien bâtiment et nouveau bâtiment. Et en complément de la question, existe-t-il des plans de financement sur 10, 20, 30 ans pour se caler sur les prêts immobiliers classiques? Alors oui, je vais y répondre. Comme vous l'avez vu, on a montré sur un schéma une moyenne de prix par mètre carré. 80, on peut dire entre 80 et 100 € par mètre carré. Évidemment, ça va dépendre des besoins de consommation du bâtiment, ça va dépendre de l'état du bâtiment et de sa surface. Enfin, il y a de nombreux paramètres. Mais globalement, c'est une solution extrêmement compétitive. On dit jusqu'à 10 fois moins cher que des alternatives de rénovation traditionnelles comme la rénovation de l'enveloppe avec des garanties de performance que nous avons dans le temps. Et le deuxième sujet, c'est sur le financement qui peut s'étaler, c'est ça sur. C'est ça. Alors, sur la durée du financement. Tout à fait. Donc, ce que nous proposons chez Axanta, c'est de prendre finalement l'investissement initial à notre charge. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est uniquement pour les clients qui le souhaitent. Donc, ça veut dire qu'on va nous-mêmes porter le risque de l'installation. Et on va être rémunéré dans la durée, ça peut être effectivement 20 ans, 30 ans. On va être remboursé progressivement pour notre client et en fonction de l'atteinte de notre performance. On a un exemple de projet qui a été réalisé pour une copropriété à Gex, où là, on a donc un financement qui est sur 25 ans et un contrat de performance énergétique qui, lui, est sur 30 ans, donc qui excède encore plus le temps de financement. Et donc, ça répond effectivement à
à la question sur la durée, qui peut se caler sur la durée de l'investissement du bâtiment. Alors, question suivante. Concrètement, on parle de quel niveau de chaleur on peut obtenir dans le bâtiment? Vous avez parlé de 12 degrés là sur Prologis. Du coup, je pense que la question vient de là, en se disant, mais est-ce qu'on peut chauffer plus? Ouais, on peut chauffer plus, bien heureusement. Heureusement. Non, il n'y a pas de sujet pour les bâtiments classiques. Alors, déjà, différencions bien la température de confort dans le bâtiment. 12 degrés, c'était la température de l'air dans un entrepôt, classiquement. Nous, c'est 19. Bon, certains chauffent un peu plus. Il faut mettre un petit pull et se mettre à 19. Donc, cette température de confort est la température que la chaufferie doit produire, l'eau qui va circuler dans le réseau de tuyauterie dans les radiateurs, votre radiateur, c'est la température de l'eau qui est là-dedans. Et en fait, c'est elle qui va être limitante et qui n'est pas limitée à la géothermie, mais qui est limitée à la pompe à chaleur, à la thermodynamique. Ça sera pareil pour un climatiseur classique, ça sera pareil pour une pompe à chaleur aérothermique classique. Enfin, avec la géothermie, on peut aller un cran plus loin parce que la ressource du sous-sol est à une température plus élevée. Et on s'en sort très bien pour faire du 55-60 degrés, 65. 70 commence à être un petit peu la limite. Donc, vraiment, le sujet, c'est le process industriel, les besoins à 90-100 degrés qui sont plus délicats. Mais c'est un autre domaine. C'est plus la thermique du bâtiment, c'est le processus industriel dans une. Donc, sur la thermique du bâtiment, on y arrive. Et puis, on sait aussi s'aider d'une petite béquille qui s'appelle la chaudière gaz et qui, s'il y a besoin, dans les températures les plus froides de l'hiver, on n'en a plus beaucoup. Il y a 2 jours où il a fait vraiment très froid cet hiver. On va rajouter une chaudière gaz qui va remonter de quelques degrés en sortie de pompe à chaleur pour atteindre les 80 degrés d'un système classique. C'est ça nos vieux bâtiments avec les vieux radiateurs. On en a besoin ponctuellement d'un peu dans l'année. Et donc, au niveau énergétique, ça représente 1%, 2%, 5% grand max de la facture. Ce petit appoint gaz qui permet de débloquer thermiquement tous les besoins. Oui, si je peux. Et effectivement, ce qui est important, c'est que vous avez de toute façon une analyse faite avec votre IA qui permet justement d'anticiper ces évolutions ou ces pics, et ça permet vraiment de lisser et éventuellement de stocker de la chaleur et de la redistribuer après. C'est là toute la finesse du principe et de l'offre, hein, c'est de pouvoir non seulement générer, mais surtout anticiper les besoins. Vous en parlez mieux. Je vais passer exactement ça. Pardon? Vous en parlez mieux que moi, Christian, c'est exactement ça, l'anticipation, le modèle du bâtiment, la météo à venir, ça permet de ne pas être dans la réaction. Alors, question suivante. Alors, une question technique, là, encore une fois, pour bien préciser, quelle est la différence entre une pompe à chaleur aérothermique et une pompe à chaleur géothermique? Eh bien, elles ont toutes les deux le même cœur. Elles s'appellent toutes les deux pompes à chaleur, c'est-à-dire qu'il y a un fluide particulier qui change d'état, qui passe de liquide à gazeux, puis gazeux à liquide, et ainsi de suite, avec des cycles, avec un compresseur, un détendeur, et 2 échangeurs thermiques, un évaporateur et un condenseur. Et c'est à ces 2 échangeurs thermiques qu'on vient capter du chaud à l'échangeur, à l'évaporateur, et renvoyer ce chaud dans un autre milieu au condenseur. Les 2 pompes à chaleur, qu'elles soient géothermiques ou aérothermiques, font la même chose, font ce même travail. Une pompe à chaleur aérothermique va utiliser comme une de ces 2 sources l'air extérieur, et l'autre, c'est le réseau pour le bâtiment, parce qu'elle vient pour le bâtiment. Donc, quand elle vient chauffer le bâtiment, on branche l'évaporateur sur l'air extérieur, on vient aller puiser les calories dans l'air extérieur, et puis on les renvoie par le condenseur dans le bâtiment, et inversement s'il faut refroidir le bâtiment. Et la pompe à chaleur géothermique, elle vient utiliser le sous-sol comme autre source. Donc, la nature est la même. En revanche, il y a énormément de différences au niveau de la performance. Et ça, c'est un sujet de température parce que les pompes à chaleur, elles suivent ce qu'on appelle le diagramme de Carnot, quelque chose qui est plus vieux que nous, Carnot, et ça fait 120, 150 ans qu'il a écrit ça. Et ça fonctionne toujours. C'est de la bonne vieille thermodynamique. Plus l'écart de température entre ces 2 sources est grand, moins la pompe à chaleur, plus la pompe à chaleur va consommer pour faire ce travail, moins elle va être performante.
Et donc, on va tâcher de réduire cet écart entre les deux sources, soit l'air extérieur, soit le sous-sol, et la production dans le bâtiment, la température qu'on a besoin de produire dans le bâtiment, pour rendre la pompe à chaleur plus efficace. Elle est un peu fainéante, moins elle a de travail à faire, plus elle est efficace. En se branchant sur le sous-sol qui est à 15 degrés, on est toujours plus proche de la température qu'il faut produire pour le bâtiment que sur l'air extérieur. Parce qu'on fait du chaud pour le bâtiment quand il fait froid dehors, il fait 15 degrés dans le sous-sol, il fait 0 degré dehors, on est plus efficace, et inversement quand on doit climatiser le bâtiment. Donc le même cœur, mais des efficacités différentes à cause des températures. Merci Quentin. Alors, autre question. Existe-t-il une sorte de paradigme de coût ou de valeur par rapport à des énergies fossiles, comme le gaz ou les produits pétroliers, pour concrétiser l'économie en ressources énergétiques? Alors, pour être plus clair, je pense à l'effet, c'est la personne qui pose la question, je pense à l'effet sur la balance commerciale. Cela nous amène à importer moins, donc moins de charges financières, en plus de la charge, en plus du poids à déplacer. Est-ce que cette notion de gain, en quelque sorte, de transport d'énergie, transport de matière est comptée ou analysée? Non, on n'est pas tellement questionné par les clients sur ça. On est questionné sur les factures à la fin de mois. Et donc, il y a un paradigme de coût, mais sur la facture qu'on a chez notre fournisseur électrique ou fournisseur de gaz. Et ce paradigme va s'arrêter là. D'un point de vue du maître d'ouvrage, du propriétaire du bâtiment, d'un point de vue des pouvoirs publics, le potentiel qu'a la géoénergie, la géothermie de surface est énorme et driver de toutes les discussions qu'on a avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, avec la géothermie de surface, on produit 4,5 TWh de l'énergie du sous-sol. Vous avez en référence les chiffres que je vous donnais, 450 TWh pour les besoins de chaud, une centaine pour les besoins de froid. Donc, on est dans l'épaisseur du trait, on est au pourcent, un peu en dessous du pourcent des besoins du bâtiment produits avec la géothermie de surface. Les estimations données par la filière et par le BRGM et par l'Académie des technologies, c'est que si on se retrouve tous les manches, on pourrait produire 100 TWh avec l'énergie géoénergie. Et donc ça, sur la balance commerciale de la France, c'est non négligeable. Effectivement. Et donc, effectivement, ces ratios peuvent être intéressants dès qu'on prend une taille critique. Ça peut effectivement être intéressant d'avoir ces ratios-là. Alors, question suivante. Le système est-il sécurisé par rapport à d'éventuels dysfonctionnements, voire des cyberattaques? Oui, alors je pense que je peux répondre. Non, tu voulais peut-être apporter. Alors notre système, en fait, pour le pilotage optimisé des systèmes thermiques, tous les calculs sont faits sur le site. On installe un ordinateur dans la chaufferie de chacun des bâtiments pour lesquels on fait le pilotage optimisé. Et c'est sur cet ordinateur que les prévisions thermiques du bâtiment sont calculées, et c'est également sur cet ordinateur que le plan de fonctionnement optimal du bâtiment est calculé. Donc, il n'y a pas de dépendance forte à l'extérieur. La seule information utile provenant de l'extérieur, c'est la prévision météo. Mais en fait, tous les calculs qui sont opérés par l'ordinateur, toute cette optimisation sert à donner des recommandations à un automate qui a un système plus réactif, classique, pour lui donner en fait une vue de ce qui va se passer dans le futur. Mais l'automate peut fonctionner, peut fonctionner en autonomie. Donc, même si on coupe cette vue sur le futur, le système continue de fonctionner normalement, et c'est lui qui a la main en fait pour piloter tous les systèmes thermiques. Donc, on peut très bien fonctionner avec si on a une rupture de réseau, si on a des... Et pareil, le système est isolé de l'extérieur, donc il n'y a pas de risque de cyberattaque non plus. Ouais, effectivement. Alors, question suivante, peut-être vous pourriez repréciser comment est-ce qu'en fait vous arrivez à garantir les performances et en particulier à prendre la charge, comme le disait Hortense, à prendre la charge de ce risque, puisque finalement c'est vous qui le couvrez en le finançant.
Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qui vous permet de faire ça? Alors, ce qui nous permet de garantir les performances, c'est surtout le mode prédictif de nos algorithmes de l'intelligence artificielle. En fait, on est capable de faire des modélisations du bâtiment, notamment quand c'est un bâtiment qui doit être construit, ou alors on étudie déjà le fonctionnement du bâtiment quand il s'agit de rénovation. Et donc, nos algorithmes vont prendre en compte une multitude de paramètres, tels que justement la consommation existante, des projections de consommation, l'impact météorologique, le réchauffement climatique aussi, évidemment, est pris en compte. Et tout ça, ça va nous permettre, nous, de dire à nos clients, avant tout projet, nous, on s'engage à ce que vous atteigniez tant de réduction de consommation énergétique et tant de réduction de votre impact carbone. C'est vraiment ce mode prédictif et adaptatif qui nous permet de nous engager. Ouais, c'est ça qui est la bonne combinaison entre vos deux approches, deep tech et ce qu'on peut qualifier un peu de low tech en termes de géothermie. Alors, ensuite, une autre question. Est-ce que ces systèmes, question importante, pourraient être prochainement proposés à des particuliers? Oui, très importante. Le marché du particulier, c'est pas anodin dans cette géothermie de surface. En fait, c'est même donné par le particulier avant de venir sur le collectif et sur le tertiaire. Axanta, aujourd'hui, n'y répond pas. On a nos outils d'optimisation. On voit et on prouve que c'est par une hybridation solaire, pompe à chaleur géothermique, aérothermique, qu'on arrive à optimiser techniquement et économiquement le système. Et ce modèle d'affaires fonctionne pas encore très bien pour le particulier. Aujourd'hui, le particulier, il achète une pompe à chaleur de quelques kilowatts, il fait 1 ou 2 forages et ça roule bien comme ça. Ça roule bien, c'est élevé, c'est un coût d'investissement important, mais on n'arrive pas encore à l'optimiser, mais ça nous travaille. On y réfléchit. Parfait. Merci, Quentin. Alors, question suivante, intéressante. Est-ce que les systèmes que vous exploitez, que vous développez, peuvent-ils être utilisés finalement non dans le sol, mais dans un fleuve ou en mer? Est-ce qu'on peut imaginer mettre des tuyaux dans l'eau pour récupérer aussi du froid ou du chaud? Oui, je vais prendre aussi. Oui, ça existe. Il y a quelques exemples dont on a entendu parler dans la presse ces temps-ci, parce que ça s'est mis en production. Enfin, j'en ai en tête 2. Un sur mer, Thalassia, à Marseille, la tour Jean Nouvel est chauffée, climatisée avec ce même genre de système, c'est-à-dire des pompes à chaleur, on va qualifier de géothermiques, mais qui sont en fait des pompes à chaleur trop haut et elles vont pas utiliser la roche du sous-sol, mais l'eau du port de Marseille. Et pareil, je vais faire une bêtise, est-ce que c'est dans un des lacs des Alpes du Nord, où on a pareil, mais je pense que c'est Annecy, ce même genre de système de boucle. En fait, ça revient toujours au même, à aller chercher cette température stable. Passer quelques mètres de cette eau, ça se brasse un peu plus, il y a plus de variations saisonnières, mais on est quand même plus proche d'une température stable, de quinzaine de degrés, quand on vient aller s'enfoncer dans la mer ou s'enfoncer dans le lac. Il y a un sujet impact sur l'environnement plus important quand on vient se réchauffer ou refroidir l'eau de nos mers ou de nos lacs plutôt que la roche chez qui on ne dérange pas vraiment. Oui, parce qu'a priori, plus il y a de profondeur dans l'eau, moins il y a de chaleur, d'après ce que j'avais pu comprendre, alors que finalement dans le sol, plus on creuse, plus c'est chaud. Oui, je connais pas assez bien le gradient thermique sous nos mers, mais c'est vrai qu'on commence d'abord à se rafraîchir un petit peu avant de se réchauffer. Mais c'est pas tellement la chaleur en creusant plus profond qu'on va chercher, c'est vraiment la clémence, la douceur de la température et sa stabilité intersaisonnière. Très clair. Merci Quentin. Quels sont vos concurrents? En quoi les technologies d'Axanta se différencient de celles de Celsius, par exemple? Alors oui, je vais y répondre. Merci pour cette question. Effectivement,
Nous, on est content également, évidemment, d'avoir des concurrents parce que ça montre que c'est un marché qui se développe et les besoins sont gigantesques. Celsius Energy est effectivement considéré comme notre concurrent. Ils ont une offre également intégrée autour de la géoénergie. Nos différences sont nombreuses, mais je vais vous citer les principales. Nous disons qu'on s'attaque véritablement aux limitations de la géoénergie. En levant les freins pour les propriétaires immobiliers. Tout d'abord, l'hybridation de nos systèmes permet de rendre la géoénergie plus compétitive et plus universelle. Nous, on est capable de coupler la géoénergie avec du solaire thermique, avec des pompes à chaleur aérothermiques. Et donc, on a vraiment une approche de mix énergétique pour maximiser la performance de chaque installation. Deuxième point, notre chaufferie modulaire que vous avez peut-être vu très rapidement dans la vidéo au début, c'est une révolution dans le secteur. Avant, on mettait peut-être 3 mois, 6 mois pour installer une chaufferie sur place parce qu'il fallait faire quelque chose sur mesure. Ceux qui installaient n'avaient pas forcément le matériel, énormément d'allers-retours. Nous, on fabrique nos chaufferies en usine. Ce sont des modèles donc assez standardisés. Ça nous permet de garantir la qualité et on fait une installation en 1 à 3 jours. Donc, c'est radicalement différent. Ça permet de gagner en qualité, en rapidité et de baisser les coûts. Et enfin, la fameuse armoire de régulation que vous avez vue présentée par Quentin également, qui contient toute notre intelligence, collective et notre intelligence artificielle et qui permet de piloter le système de manière prédictive pour s'engager sur des performances extrêmement ambitieuses. Voilà nos points de différenciation les plus prégnants. Merci Hortense. Alors, question suivante. Est-ce que ces ressources en géothermie sont rapprochées de la planification des réseaux de transport souterrain pour les villes ou les espaces urbains d'ores et déjà construits? Et ce serait en tout cas, c'est le sens de la question, une bonne nouvelle pour les collectivités locales et même pour les riverains. Oui, oui, ce serait une très bonne nouvelle. C'est plus complexe que ça. Pour la partie de transport urbain, transport souterrain, c'est très intéressant. Et encore une fois, je vais leur donner un exemple. C'est à Rennes que le coffrage de quelques stations de métro ont été équipés de circulateurs, exactement comme ce qu'on installe dans un sous-sol des sondes géothermiques, les tuyaux qui font circuler de l'eau. Ça a été fait pareil dans le coffrage de la station. Et le métro est générateur de chaleur avec tous les gens qui sont dedans, avec les machines, avec le métro qui freine, qui accélère, ça fait beaucoup de chaleur. Donc en fait, on vient aller récupérer cette chaleur pour reproduire efficacement à la bonne température du chaud dans le bâtiment avec des pompes à chaleur, exactement le même principe. Enfin, c'est en théorie super. Après, il faut construire un métro pour avoir ça. Ça reste plus simple sur la parcelle. En revanche, bon, pour laisser le réseau de côté, le sujet espace urbain, ça pourrait être très intéressant de pouvoir le partager au centre d'une place quand les bâtiments prennent toutes leurs parcelles. Et au centre d'une place de la rue, si on pouvait faire des trous et partager ça avec les bâtiments, ça serait merveilleux. C'est beaucoup d'interlocuteurs là-dedans, beaucoup de sujets réglementaires qui sont délicats et quelques barrières encore administratives à franchir. Merci. Alors, une question importante. Pour les bâtiments anciens, la solution Axanta nécessite, a priori, quand même pas mal de rénovation de l'enveloppe pour optimiser la performance énergétique. Qu'est-ce qui est impactant dans le cas d'une rénovation? Alors, effectivement, quand on a des bâtiments neufs, la question ne se pose pas puisqu'on cherche la performance à la fois évidemment du bâti et en même temps de l'installation énergétique. Nous, on se considère comme on va dire un quick win, un gain extrêmement rapide en termes de performance énergétique, puisque vous avez vu, on peut aller jusqu'à 80% de baisse de consommation uniquement avec notre solution. L'idéal, c'est aussi d'avoir un bâtiment qui ne soit pas ouvert à tous les vents. Cependant, c'est des investissements généralement extrêmement conséquents
avec finalement peu de retour sur investissement. Il faut savoir qu'une isolation par l'extérieur, le retour sur investissement, c'est entre 50 et 100 ans, par exemple. Alors que nous, nos solutions, ça peut être entre 5 et 10 ans. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même rapport. Et en plus, nos solutions, elles permettent de garantir une performance dans la durée, puisque notre installation s'adapte à la vie du bâtiment, à ses changements d'usage, au réchauffement climatique. Alors que une rénovation de l'enveloppe va voir sa performance se dégrader au fil du temps, ce qui est logique, hein, puisque c'est pas quelque chose qui est piloté comme nous. Donc, pour répondre simplement, non, c'est pas indispensable. On peut très bien avoir une bonne performance énergétique avec notre solution. Et dans un monde idéal, évidemment, on a des murs performants en plus de la solution de chauffage qui en fait partie. Oui, c'est justement l'objet de la question suivante. Et si finalement, comme tu le disais Hortense, le gain, il est quand même plus facile sur la mise en place d'une solution Axanta, mais si ensuite le client décide de faire des travaux, change des fenêtres, fait de l'isolation, comment le dispositif Axanta va s'adapter en fait? On va essayer de répondre très facilement. Il va s'adapter très bien. C'est-à-dire que si on a une chaufferie qui sait déjà produire les besoins du bâtiment et que le client, après avoir fait cet investissement, veut continuer dans sa performance énergétique en travaillant son enveloppe, la chaufferie produira toujours ce qu'il faut parce qu'il y aura besoin de moins de consommation. Donc, la chaufferie répondra aux besoins du bâtiment. Effectivement, ça paraît logique. Alors, je suis juste en train de checker. Non, encore une question. Alors, comment les chaudières partagées, peut-on imaginer un forage redistribué sur un quartier? Oui, un petit peu dans le sens du sens classique en fait de la géothermie, où on avait après des distributions de chaleur dans toutes les villes. Oui, c'est un sujet très intéressant, et là, économiquement et thermiquement aussi. Sur le terme, on va vraiment parler de boucle d'eau, et même pour la compléter, de boucle d'eau à énergie géothermique, de boucle d'eau tempérée à énergie géothermique. Ça, c'est l'acronyme proposé par la filière pour parler de ça, et qui en fait veut exactement dire ça. On a un échangeur géothermique, on a notre captage, notre stockage, et on va le partager entre plusieurs bâtiments. Et ça va devenir d'autant plus intéressant que ces bâtiments-là qui sont connectés à cette boucle d'eau tempérée vont avoir des besoins différents et vont avoir des besoins pas en même temps et vraiment de nature différente. On imagine un bâtiment de bureau qui a des besoins de climatisation assez tôt en plus dans la saison, et un bâtiment de logement où il faut faire de l'eau chaude sanitaire, même en piscine. Donc ces deux bâtiments vont d'abord dialoguer thermiquement l'un avec l'autre, et puis s'il faut faire l'appoint, utiliser le sous-sol comme stockage ou comme production, et donc ça devient très très intéressant. Merci. Alors, nouvelle question. Hop, je vous demande juste un petit instant. Hop, voilà. Alors la question, pourquoi avoir appelé Axanta l'entreprise? Alors, merci pour cette question sémantique. Il faut savoir que la raison d'être d'Axanta, donc ce qui fait vraiment partie de son ADN, c'est la volonté de massifier et d'accélérer la transition énergétique des bâtiments. Et donc, en fait, Axanta, ça se fonde sur Accelerating Energy Transition. Tout simplement, vous prenez les premières lettres et ça fait globalement Axanta. Et ça répond bien au fameux combo gagnant que le jury a particulièrement apprécié, puisque c'est à la fois des technologies traditionnelles et à la fois de la technologie avancée. Alors, question suivante. Avez-vous des projets à l'export? Alors, existe-t-il des pays qui ont de grandes ambitions en géothermie? On sait que les pays du nord de l'Europe sont très friands de ces technologies. Est-ce que vous avez déjà des pistes là-bas? Vous avez déjà des implantations ou commencé des démarches? Alors, sur la première partie de la question, je vais répondre. Ensuite, je vais laisser Quentin faire le petit panorama.
des différents pays. Nos projets à l'export, alors pour l'instant, on se concentre essentiellement sur le marché français parce qu'il y a déjà énormément à faire. On a des discussions avec certains pays à l'étranger, mais pour l'instant, ça reste au niveau exploratoire et on souhaite surtout massifier la décarbonation du parc immobilier français. Et sur la deuxième partie, sur les ambitions et les pays, le panorama des pays, alors quand on regarde en Europe, on a d'excellents leaders qui sont la Suède, l'Allemagne, la Suisse. J'ai vu ce matin sur LinkedIn un chiffre de la Suisse. Ils ont produit l'année dernière 4,3 TWh d'énergie avec leur géothermie de surface. Donc, c'est grosso modo la même chose que nous. C'est 4,5, 4,58 nous l'an passé. Alors donc, il y a vraiment du potentiel si on se met à imiter nos voisins. Donc, Suisse, allemand, suédois, c'est les plus avancés dans ces technologies de géothermie de surface. Et après, il y a du potentiel partout où il y a des besoins de chaud, des besoins de froid, des écarts de température importants, et en tout cas sur le sujet de géothermie de surface. Eh bien, merci Quentin, merci Hortense et merci Jérémy. Toutes vos explications étaient vraiment très intéressantes. On voit bien l'impact que ça peut avoir en termes, surtout avec la dynamique malheureuse de l'inflation des coûts de l'énergie. On voit vraiment que c'est d'autant plus puissant et d'autant plus intéressant de regarder vos solutions. Donc bravo pour la présentation, bravo pour ce titre de champion. Et merci. Puis on va se quitter. Je vais juste rappeler que tous les webinaires qu'on vous a proposés cette semaine, que le pôle systématique vous a proposé cette semaine, sont disponibles en replay. Donc vous pouvez les voir, les revoir et les diffuser à volonté. D'ici quelques mois, nous allons partir vers une nouvelle campagne de champion 2024 et que n'hésitez pas à suivre toute l'actualité du pôle. Merci à tous. J'espère que ça vous a tous bien intéressé, à tous nos auditeurs. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.